Bon mercredi à tous, Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Bienvenue au balado du Centre-Ville, édition du 12 mai 2021. Comment ça va, Max? Ça va super bien, une belle journée qui est très rare. Lorsqu'on fait des balados, habituellement, c'est Ouais, les jours de tempête de neige ou il mouille à Sio, comme on dit de mon coin des îles de la Madeleine. Donc, très, très heureux qu'il fait beau et je vais sûrement aller jouer dehors après le podcast. Max, tu sais, 12 mai, je sais pas si ça te dit quelque chose, cette date-là, mais il y a 2 ans, Kawhi Leonard réussissait son tir à la toute dernière seconde dans le match numéro 7 de la série contre les 76ers de Philadelphie pour permettre aux Raptors de Toronto de se rendre en finale de l'Est contre les Bucks de Milwaukee. On y reviendra plus tard. J'aimerais savoir comment tu as vécu justement ce moment-là. Question de nous rappeler de très bons souvenirs. Plus tard à l'émission, on va accueillir William Archambault également, qui va nous parler de la saison exceptionnelle de la part de Russell Westbrook. Mais surtout, et ça j'ai vraiment hâte, Max, parce qu'il va nous raconter ses meilleures anecdotes, ses meilleures histoires de Steph Curry. On sait où Will a joué avec Steph, mais il va vraiment là, nous révéler ses meilleures histoires. J'ai bien hâte de l'entendre. Ça fait longtemps que je lui dis, il faudrait que tu viennes au balado du centre-ville pour nous dire comment c'est de jouer avec Steph Curry, comment elle est à l'extérieur et de me raconter ses meilleures anecdotes. Mais tout d'abord, on a la chance d'accueillir au balado du centre-ville la directrice des opérations de la concession de Montréal dans la Ligue canadienne élite de basketball, Madame Annie Larouche. Bonjour Annie. Bon Salut matin. Annie. Annie, merci Ça beaucoup va d'avoir bien? accepté. Ben oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en ce beau mercredi matin. Ben, merci de l'invitation. Je suis contente d'être là. Euh, Annie, le 28 février, tu as été engagée par la CEBL pour diriger la nouvelle formation de Montréal de basketball. La majorité des amateurs sportifs de Montréal te connaissent. Tu es dans le paysage, ma foi, sans vouloir te vieillir ni rien, depuis 25 ans. Depuis 30 ans, on t'associe beaucoup au football. On t'associe également beaucoup aux Alouettes. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde à la maison qui connaisse un peu ton parcours comme femme d'affaires. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton background? Ouais, ben c'est sûr que les gens ont vu surtout tout le volet cheerleader sur le terrain Ouais. des Alouettes, mais tu sais, en coulisses, j'ai fait beaucoup plus que ça. Avec les Alouettes, j'étais là dès le jour 1. Donc, un peu comme avec l'équipe de basket en ce moment, mais évidemment un rôle moins. Là, j'avais 24 ans quand j'ai commencé avec les Alouettes. Et puis, ben, j'ai touché à tout. J'ai fait du marketing, tu sais, bon, longtemps, évidemment, j'ai fait les cheerleaders, les relations communautaires, la fondation, tu sais, les relations publiques que ça implique aussi, mais, tu sais, j'ai fait des communications, du marketing, j'ai touché un peu aux ressources humaines. Donc, tu sais, j'ai vraiment fait le tour de la boîte, là, en bon français, puis je suis repartie après 25 ans avec un bon coffre à outils. Mais tu sais, ceci étant dit, il y a les Alouettes pendant 25 ans, mais il y a aussi d'autres équipes avec qui j'ai collaboré au fil des années. Donc, que ce soit avec Interbox, que ce soit avec l'Express, avec les Roadrunners, avec les Mhm. Dragons, etc. Ouais. Tu parles Max? des Dragons, l'ancienne équipe de basket qui jouait à l'auditorium de Verdun, que je me souviens avoir été voir un match quand j'avais 7 Ouais. ans. Mais Bon, disons c'est que ça Parce que fait correct, ça c'est n'a belle même pas correct. duré lurette un an. déjà. Ça a duré un mois et demi. Ouais. Exact. Mais C'était sinon, quoi ton rôle, ouais? oui, Ben, j'étais cheerleader là, à cette époque-là. Ça, c'était en 93. J'avais 22 ans. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est comme ça un peu que j'ai commencé. Hein. Moi, j'étais greffière audiencière en chambre criminelle et pénale au Palais de justice de Montréal. Puis, j'étais cheerleader avec la machine, ensuite avec les Dragons, ensuite avec les Roadrunners. Et c'est là, quand j'ai su que les Stallions déménageaient à Montréal, c'est là que bon, j'ai pris contact avec Mitch Garber à l'époque, qui était Mhm. un avocat là, qui débutait Mhm. avec Cookie Lazarus. Et puis, j'ai commencé de 96 à 99. Ben, je conjuguais les deux. Je continuais à travailler au palais de justice, puis je m'occupais de l'équipe de cheerleader. Et puis, en 99, là, je me suis jointe à temps plein aux Alouettes. un beau parcours. Et maintenant, si on revient en 2021, je veux pas, Ouais. je veux pas te vieillir ou quoi.
comment a commencé le processus avec la nouvelle ligue CEBL? Comment ton nom est arrivé euh, dans les pourparlers avec le commissionnaire de la ligue? Ben, en fait, c'est ça, c'est que le commissaire de la Ligue, qui est Mike Morreale, est un ancien joueur de football pour les Tiger Cats et les Argonauts. Mike a joué là, dans les années, fin des années 90, là, où moi je commençais avec les Alouettes. Donc, c'est sûr on se croisait, on se croisait sur le terrain. Mike a été aussi président du CFLPA. Donc, on a eu à travailler ensemble à quelques reprises, mais tu sais, vraiment rarement. Quand j'ai vu qu'il avait été nommé commissaire de la Ligue, j'ai fait un petit reach-out pour le féliciter, puis j'ai dit, écoute, ça serait vraiment cool, une équipe de basket à Montréal. J'imagine que, tu sais, ça va être dans les plans, mais si jamais tu as besoin d'aide avec quoi que ce soit, n'hésite pas à me faire signe. Ça, on parle d'il y a 3 ans. Au début de l'année, Mike m'a approché pour avoir mon opinion, dans le fond, sur un volet communautaire avec l'arrivée de la nouvelle équipe. Donc, on a discuté. J'ai juste fait quelques propositions, puis finalement, il m'a dit, ben, je t'offre un poste. Euh, là, je disais, tu veux que je sois consultante pour l'événement, pour le programme communautaire? Je comprenais pas trop, là. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça que ça a fonctionné. Tu sais, c'est pas un poste qui était ouvert sur lequel j'ai appliqué, mais Mike connaissait mon background, ma connaissance du marché sportif montréalais. Tu sais, moi, je suis pas une fille de basket nécessairement, mais je suis une fille de sport à Montréal, tu sais. Et c'est ça qu'il y avait besoin. Donc, je comprends bien, depuis le début de ta carrière, tu attends pas que le téléphone sonne, c'est toi qui prends le téléphone et qui appelle. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à ça. Tu sais, dans la vie, là, il faut que tu cognes aux portes, hein. Tu sais, si tu restes assis chez vous dans ton salon à attendre que quelqu'un t'appelle, tu vas attendre longtemps. Ouais. Je pense que je suis un peu... je pense que je suis un peu hyperactive de nature, donc tu sais, j'ai tout le temps des idées. Ce serait le fun de faire ça. Bon, en tout cas, tu sais, fait qu'aussitôt que tu sais, puis des fois, c'est juste d'appeler pour encourager les gens, pour leur offrir mon aide. Tu sais, je pense que ça fait juste partie de ma personnalité. Mais tu sais, s'il y a un conseil, tu sais, j'ai beaucoup de jeunes qui m'ont appelé en ce moment et qui m'ont demandé des conseils, tu sais, comment faire carrière dans le monde sportif à Montréal. Ben, j'ai dit, c'est un réseau de contacts, puis aller cogner aux portes, tu sais, c'est beau d'avoir ton diplôme, mais si tu restes assis sur le sofa avec ton diplôme, ça va pas te mener loin, tu sais. Ton diplôme Non. est indispensable, mais parle aux gens, va cogner aux portes, puis le pire que tu vas avoir, c'est un non. Puis ça fait pas mal. J'en ai eu des noms dans ma vie, puis ça nous permet juste de grandir. Puis quand une porte qui se ferme, c'est probablement parce que la porte d'à côté est encore meilleure. Fait que il faut foncer. Bien, Ouais, c'est bien dit. Oui, tout à fait. Tu disais que tu n'étais pas une fille de basket. Comment, justement, ta venue a été peut-être accueillie dans le monde du basket? Comme je disais plus tôt, on t'associe davantage peut-être au football, pas nécessairement au Ouais. basketball. Est-ce que tu juges que ça te donne un avantage malgré tout? Parce qu'en n'étant pas une fille de basket, tu n'arrives pas avec des idées préconçues, peut-être? Ben exactement. C'est ce que les gens ont dit. Fait que ce que j'ai compris tu sais, moi, je suis une femme, là, j'ai 2 ados à la maison. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis le basket. Mon gars me fait des quiz, là. Maman, il me montre une photo. C'est qui ça? Faut que tu le saches. Faut que tu le saches. C'est quoi ses stats? Tu sais. Là, je suis même dans les souliers, tu sais, les Air Jordan, les Alex, Blazers, là, faut que tu le saches, on maman. s'entendrait bien, là. Mais surtout avec Meeker, Guerrier, qui travaille à RDS, et à nouveau Meeker. Et Oui. c'est spectaculaire, disons, pour ces chaussures. Donc, oui, c'est ça. Le fait de ne pas être une fille de basket, est-ce que ça va t'aider justement dans ton poste? Ce que j'ai compris, c'est que les gens sont, tu sais, sur le coup, ils ont fait, ah ouais, OK, mais ils étaient contents parce que justement, moi, j'arrive pas avec des idées préconçues, je fais pas partie d'aucun groupe, tu sais, on le sait, là, je m'en rends compte. Le basket, c'est assez fragmenté, tu sais. On est habitués, nous, avec le hockey, là, au Québec, tu sais, si tu veux aller jouer dans la Ligue nationale, ben tu vas, tu sais, tu suis le parcours tu Ouais. sais, puis oui, bantam, midget, etc. Mais le basket, c'est différent, tu sais, il y a plusieurs chemins que tu peux prendre. Donc, je réalise que c'est assez fragmenté, mais je fais partie d'aucun groupe. Donc, je pense que tu sais, c'est ce que les gens aiment, c'est que moi, j'arrive, je suis neutre. Voilà. Ouais.
Max? Et en étant neutre, ton rôle en ce moment, on sait que l'équipe est supposée débuter l'année prochaine ou en 2022, donc oui, l'année prochaine. Donc là, ton rôle Oui. en ce moment est peut-être qu'est-ce qui se passe maintenant jusque le premier match. Je ne sais pas si tu peux dire peut-être où l'équipe, le nom de l'équipe va jouer. Je sais qu'il y a des choses en ce moment sur les médias sociaux pour trouver un nom d'équipe. Oui. Ben, en Donc, fait, peut-être. Vas-y, excuse-moi. excuse-moi, il y avait un petit délai. On est en négociation, on est toujours en négociation pour l'amphithéâtre. Ça va super bien. Mais tu sais, je vendrai pas la mèche avant. De toute façon, je sais que bon, tu sais, le nom a circulé un peu, mais ça regarde vraiment bien, puis c'est super intéressant. Pour ce qui est du nom, ben c'est le fun parce on a eu au-delà de 1000 réponses. C'est vraiment intéressant de voir les noms que les gens suggèrent. Bon, c'est sûr qu'on a des contes de Montréal puis les poutines de Montréal, mais je suis pas sûre qu'on va aller dans cette avenue-là, là, mais c'est le fun. C'est le fun de voir. Tu sais, les gens là sont fiers à Montréal, tu sais, puis au Québec en général. Tu sais, il faut qu'il y ait un petit côté historique. Faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance. Faut que ça, tu sais, on peut pas juste sortir un nom parce que c'est beau puis c'est le fun, tu sais. Faut qu'il y ait une histoire derrière Ouais. tout ça. Fait que c'est le fun de lire les gens. Annie, c'est la question plate peut-être, mais c'est certain que les amateurs de basketball de longue date se la posent toutes. On parlait plutôt des Dragons, on parlait Ouais. également du Matrix, Sasquatch, le Jazz. Et toutes ces équipes-là ont connu le même sort, ont disparu après quelques mois, après quelques années également. Puis je suis certain qu'il y a des amateurs de basket qui se disent, et puis écoute, je suis le premier qui veut que ça fonctionne, j'aimerais vraiment ça et j'y crois d'ailleurs, mais qu'est-ce qui fait en sorte que la CEBL est différente des autres ligues? Qu'est-ce qui fait en sorte que cette équipe-là va être différente de toutes les autres formations qui ont connu malheureusement là, un sort là, plate, Ouais. finalement? Triste. Un Ouais, triste c'est ça. sort. Euh, ben, tu sais, à la base, là, c'est la Ligue. C'est la Ligue qui fait toute la différence. Bon, tu sais, les équipes du passé, puis aucun jugement, hein. Tu sais, je veux dire, Non, non. c'est difficile, le monde du sport, là, on le sait. Donc, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais tu sais, parfois, c'était les ligues, tu sais, où ça allait moins bien. Mhm. C'est surtout tu sais, ça revient à l'aspect financier. Il faut que tu ailles les reins solides pendant quelques années pour partir une équipe. Tu fais pas d'argent. Déjà dans le sport professionnel, là, à moins d'être une équipe de la NFL ou de la NBA, tu fais pas beaucoup d'argent. Fait qu'il faut que tu ailles les reins solides pour survivre quelques années. Ça n'a pas toujours été le cas. Fait que ça, c'est un gros enjeu. Euh, des fois, les équipes sont arrivées rapidement. Tu sais, je me souviens que les Dragons, on a entendu parler, on retourne loin en arrière, là, fait que vous m'excuserez si j'ai pas les dates exactes, mais tu sais, on a entendu parler genre en février, puis en mai, la saison commençait. Ça, c'est vite, là. Ouais. C'est pas beaucoup de temps pour mettre une équipe sur pied puis bien structurer les choses. La CBL existe bon depuis 4 ans maintenant, mais c'est la troisième Mhm. année où il y a des matchs. Tu sais, dans leur deuxième année d'opération, en temps de COVID, ça c'est l'année dernière, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu puis à jouer dans une ville bulle. Tu sais, c'est quand même exceptionnel. Là. C'est une équipe une ligue qui était très, très jeune, puis ils ont réussi à s'en sortir dans tout ça. La structure est bonne. C'est un seul et unique propriétaire pour toutes les équipes pour Ouais. l'instant. Ils seront ouverts, bien évidemment, aux investisseurs, mais c'est une franchise que tu achètes. Donc, tu pars pas de chacun de son bord puis tu fais ce que tu veux. Tu sais, il y a des règles à suivre. Ce qui fait que quand vient le temps de prendre des décisions importantes sur la gouvernance, ben c'est plus facile parce que tu as le même modèle d'affaires à travers la Ligue. Ouais. Il y a beaucoup de responsabilités qui sont centralisées, comme les finances, les ressources humaines, le marketing. Tu sais, fait que la structure là, elle est solide. Euh, donc c'est ça, tu sais, puis moi, ben j'ai en masse de temps pour bien faire les choses. Il me reste encore 1 an. Ouais. Fait que tu sais, j'ai le temps de mettre les choses en place puis de bien faire les choses pour que ça fonctionne. Ouais, parce que tout le monde, dans le fond, est payé par la Ligue comme telle. Exact. Exactement. Donc, Ouais.
Donc, il y a moins de chances qu'il y ait des propriétaires à gauche et à droite qui aient des petits soucis financiers. Là, tu perds une équipe, tu en perds une deuxième, tu en perds une troisième, puis pouf, plus de ligue finalement. En plus, si je ne m'abuse, les matchs sont diffusés à la télévision. Ce n'était pas nécessairement le cas pour les autres formations aussi. Exactement. Pour les autres Il y a ligues, des partenariats déjà pour le broadcast. Il y a des commanditaires locaux, mais il y a des commanditaires nationaux aussi, des gros commanditaires. Donc, c'est vrai, là, je suis sincère quand je dis que la structure est solide. La base est établie, ça fonctionne. Voilà. Max? Puis, un autre point aussi, le calibre est excellent. Écoute, c'est tous des anciens joueurs qui ont joué haut niveau, soit universitaire ou canadien le U-Sport, ou sinon ont joué dans la NCAA, donc vient de différents parcours. À quel point, Annie, si tu veux rejoindre le marché local, de peut-être aller piger des joueurs, tu sais, on le sait là maintenant, c'est dans les nouvelles tout récemment avec les Canadiens qui n'avaient aucun joueur québécois. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est très important pour la future équipe, sans nom pour l'instant, de basketball à Montréal? Oui, c'est sûr que c'est important. Je disais tantôt le sentiment de fierté, le sentiment d'appartenance, ça, là, c'est dans notre ADN, on n'a pas le choix. C'est une ligue canadienne pour les Canadiens, par des Canadiens. 70% des joueurs doivent être canadiens sur ton équipe et au moins un qui provient du U-Sport. Donc, il y a de la place. Là, le talent local, on l'a vu, là, il y a 3 Montréalais il y a 3 semaines là, qui étaient partants pour un match de la NBA. Je pense que les gens réalisent à quel point on a du talent ici. On avait tout simplement pas de plateforme pour le démontrer. Je pense que ce sera réglé avec ça, puis que nos joueurs jouent à Montréal ou qui jouent pour d'autres équipes dans la CIBL, ils jouent chez eux. C'est le fun, puis ça va donner espoir à nos jeunes aussi. Ils vont pouvoir se dire, tu sais quoi, peut-être que je suis pas obligée de partir en Europe. Peut-être que je peux venir jouer dans ma cour. T'sais. Et juste pour que les gens comprennent également à la maison, plus tôt, je parlais du jazz et tout, du Matrix, là, mais le jazz, ça fait 8 ans. En 8 ans, le basketball au Québec a explosé. Les modèles également ont explosé. Maintenant, tu as Cam Birch, tu as Chris Boucher, tu as Lugansdor également. Donc, je pense pas que le basket soit au même endroit présentement que ce fut le cas il y a 8 ans, et encore moins si on remonte à l'époque des Dragons également. Non, c'est sûr. Puis je parlais à Daniel Grimard de la Fédération de basketball, pour avoir un aperçu du paysage montréalais ou québécois du basketball. Puis c'est sûr que c'est un sport qui est en pleine expansion. Il y a les Raptors aussi qui ont joué pour beaucoup. Puis il y a l'immigration. Nous, on est multiculturels. C'est dans tous les pays du monde, les jeunes apprennent 2 sports, le basket puis le soccer, dans tous les pays du monde. Fait que tous les jeunes ont cette base-là. Donc, le potentiel, le bassin de joueurs potentiels est énorme. Donc, nous, on est une ville multiculturelle, puis c'est tant mieux. Ça amène plein de talents. Oui, bien d'accord avec toi. Annie Larouche, on te souhaite la meilleure des chances dans ton nouveau poste, qui est plus si nouveau que ça finalement, mais quand même, on a vraiment hâte à la toute première saison de l'équipe de Montréal dans la CEBL. Merci encore une fois d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup, c'était un plaisir. À bientôt. Merci. On se reparle bientôt. Bye bye. Bonne journée. Bye bye. Ouais, Max, on espère vraiment que cette fois-ci sera la bonne pour le basketball au Québec et à Montréal également. Tu sais, j'aime vraiment pas faire des parallèles avec la Ligue nationale, mais souviens-toi à quel point c'était difficile d'avoir une équipe de hockey junior à Montréal parce qu'on avait la LNH. À quel point ça va intéresser les gens, une ligue qui n'est pas la NBA. Mais là, je pense que cette fois-ci, du moins, je me croise les doigts que ce soit la bonne. Ben oui, écoute, puis moi, je connais très bien le jazz et aussi les Kebs de Québec parce que quand je suis revenu mes 4 années à Buffalo, mais on m'a demandé si j'étais intéressé à jouer. Tu sais, j'étais un joueur d'ici. Et je te cacherai pas que j'avais une certaine crainte. Tu sais, est-ce que je prends une chance d'aller jouer en Europe ou même en Chine, ce que j'ai fait, j'ai décidé à la fin, ou je décide de rester ici. T'entends des histoires que tu sais, la Ligue est pas vraiment si solide que ça.
Il y a certains joueurs qui sont pas payés, tout ça. Mais c'est sûr que on peut pas comparer parce qu'on ne sait pas exactement comment va réagir le marché. Puis comme tu l'as dit, ça a tellement évolué depuis 8 ans. Tu sais, juste le nombre de joueurs qui jouent. Tu te promènes à Montréal, même des fois, je finis des matchs à RDS, puis je me promène le long du pont Jacques-Cartier, puis tu te dis, OK, on est en temps de COVID, mais le terrain de basket il est plein. Ah mais, ouais, ça c'est bizarre aussi, mais en tout cas, ça c'est une autre affaire. Oui, c'est ça. Écoute, je veux pas stouler personne, non. mais disons qu'à la cage, il y avait pas mal de monde, je pense, là, une fin de semaine. Mais tu sais, la Ligue est sérieuse. Je pense que cette Ligue-là a démontré qu'elle est plus sérieuse que les autres. Et jusqu'à présent, ça fonctionne bien. Tu sais, on a les matchs qui sont télévisés. Je pense qu'on ne précipite pas aussi l'équipe de Montréal. Là. Je pense qu'Annie est en train de faire ses devoirs. Puis comme qu'elle a dit, là, ça fait déjà 2 ans qu'il y a eu des pourparlers avec le commissionnaire de la Ligue. Le commissaire de la Ligue, excuse. Puis ils ont encore une autre année. Là, donc, j'ai bien hâte de voir le nom de l'équipe, le logo, l'emplacement aussi où on va jouer, puis l'impact. Mais je pense qu'Annie est super bonne pour avoir cet impact-là avec la communauté. Donc, écoute, je leur souhaite du succès. Je pense que je suis trop vieux pour aller faire les try-outs, mais c'est sûr que je vais aller écouter ces matchs. J'ai hâte de voir qui va diriger cette formation-là. J'ai hâte de voir quels seront les joueurs également qui sont. Parce que, tu sais, on disait il faut qu'on soit représenté par des joueurs de Montréal. Mais regarde ce qui s'est passé avec le Jazz. Tu avais un paquet de gars du Québec. Pourtant, il n'y a personne qui allait au centre Pierre Charbonneau. Mais je me répète, je veux que ça fonctionne, puis je pense que cette fois-ci sera la bonne. Max, si tu le veux bien, on va passer de la CBL à la NBA. Les Raptors de Toronto officiellement éliminés d'une place en série. Hier, défaite de 115-96. Donc, par hier, je veux dire mardi le 11 mai, contre les Clippers de Los Angeles. Encore une fois, la troupe de Nick Nurse là, qui ne peut pas compter sur sa formation habituelle. Retour au jeu, notamment de Chris Boucher, mais sans nécessairement parler là, du match d'hier. Quand même une 7e défaite à leurs 8 derniers matchs pour les Raptors de Toronto. Comme je le mentionnais, sont officiellement éliminés. Quel bilan tu traces de cette saison des Raptors et qui jouait du côté de Tampa? On va faire une espèce de prix-bilan parce qu'il faut dire aux gens qu'à compter de la semaine prochaine, on va être là chaque semaine et on risque de faire peut-être un bilan plus élaboré la semaine prochaine. Mais malgré tout, là, de voir que les Raptors ont essayé, se sont battus quand même jusqu'à la fin dans une saison difficile, une saison qui a été marquée par les blessures, par la COVID. Quel bilan tu traces de cette saison-là? Ben, écoute, sans leur fesser dessus, comme on dit, mais je pense que ils sont 12e en ce moment. Personne ne les voyait 12e en début de l'année. Même tu mets dans le fait qu'ils sont à Tampa Bay, le fait que la saison est tellement écourtée en termes de, on joue compactée, pardon, on joue 72 matchs en même pas 5 mois. Au début de la saison, qui était juste avant Noël, moi, je les voyais en série. Donc, mon peut-être bilan rapide, ça serait déception parce que tu peux pas passer d'une équipe qui est supposée être top 6 à maintenant être 12e dans une conférence de l'Est qui est moins forte que la conférence de l'Ouest. Et tu sais, Max, c'est tellement facile à dire, mais souviens-toi, je pense qu'au mois de février, mi-février, on avait accueilli Charles Dubébret au balado du centre-ville, même avant ça. Puis on se demandait, est-ce que Masai Ujiri devrait tenter une transaction pour aller chercher James Harden? Finalement, on disait, on veut pas donner Siakam pour Harden. Pas de problème. Là, ensuite, on se disait, est-ce que c'est le moment d'échanger Kyle Lowry? Là, on s'est dit non, on veut essayer de se battre jusqu'à la fin. Et là, j'ai l'impression là, que c'est le pire scénario qui est en train de se produire. On a gardé Kyle Lowry, on rate les séries. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans l'entre-saison, vraiment hâte de voir ce qui va se passer également l'an prochain du côté des Raptors de Toronto. Moi aussi, je les avais en séries éliminatoires. Je pense que les blessures ont fait mal. Je pense que le début de saison, peut-être, de Siakam n'a pas aidé, mais c'est le mois de mars. Le mois de mars a été désastreux. Une victoire, 13 revers. Une seule victoire, ouais, c'est ça. Mais tu sais, aussi, on a tenté de colmater le fait que Marc Gasol, Ibaka sont partis
avec Aaron Baines, puis on se disait au début, pas sûr, mais il a fait des bonnes années, il a rendu des bons services à Phoenix. On s'entend que même là, en ce moment, dans une cause perdante, Aaron Baines, il joue pas. Donc, il sera pas là l'année prochaine, ça c'est sûr. Mais en même temps, cet essai-là nous a fait amener un joueur comme Khem Birch que j'espère que les Raptors vont signer. C'est un joueur qui fit, si je peux dire l'anglicisme, dans le système de Nick Nurse. C'est pas lui qui va prendre le plus de lancers, mais tu le vois qu'il est capable de bouger ses pieds, il est capable de jouer de la défensive, puis il est efficace côté offensif à cause que c'est lui qui prend les écrans, puis il va pas demander le ballon 50 fois à la Joel Embiid. Donc, je pense que... Et c'est la première fois qu'on lui donne... Vas-y. Ben, c'est ça, je veux dire, c'est la première fois qu'on le met parce qu'à Orlando, tout le monde, les gens me disent, ouais, mais Khem Birch n'a rien fait à Orlando. Ben, c'est parce qu'on essayait toujours de recruter un joueur plus grand et en face de lui, ben, tu avais Vucevic qui était là jusqu'à temps qu'il soit échangé cette année, que lui prenait beaucoup de tirs, lui prenait beaucoup de minutes. Donc, Khem Birch était un peu dans l'ombre de ce joueur-là. Mais en ce moment, moi j'aime cette acquisition-là qui a coûté absolument rien. Puis l'année prochaine, ben, c'est un joueur je pense qu'on devait signer. On va avoir des grosses décisions à faire avec Kyle Lowry. Est-ce qu'on signe d'autres joueurs comme Gary Trent Jr., tout ça? Mais moi, je pense que l'important pour les Raptors, je te dirais, c'est d'avoir du talent puis avoir une certaine profondeur qu'on n'a pas eue cette année. Cette année, on a eu des joueurs qui ont été sur la COVID et on a un peu vu que manquait de talent là, à un moment donné. Là. Quand tu avais des Bembry, Watanabe, tout ça, c'est des joueurs d'énergie, mais c'est des joueurs peut-être un peu qui manquent de talent là, pour finir et te garder dans des matchs importants. Puis comme tu l'as dit, ben, le mois de mars a été, je pense, le pire mois de mars ever, là, si je peux dire, pour les Raptors. En fait, c'est le pire mois, je pense, de l'histoire des Raptors de Toronto. Max, on en a parlé dans notre préambule au début. Il y a 2 ans, jour pour jour, c'était le fameux tir de Kawhi Leonard là, qui éliminait les 76ers de Philadelphie dans le match numéro 7. Est-ce que tu peux me raconter un peu, toi, comment tu l'as vécu? Parce que je sais qu'il y a des chanceux comme Mathieu, Peter et William qui ont eu la chance de décrire justement ce match-là. Toi, tu l'as vécu comment, ce tir-là de Kawhi Leonard? Moi, il faut mentionner que ma conjointe était enceinte de mon deuxième enfant, Maddox, et que Maddox est né pendant la finale, le match numéro 5 contre les Warriors. Donc, j'avais ma cédule de fait. Les cédules sont faites là, avec le grand chef Mathieu Jolivet un mois d'avance et tout ça, puis on essaie de choisir nos matchs. Puis pendant les séries, ben, on avait deux analystes avec soit toi, un descripteur, ou Mathieu. Puis ce match 7-là, moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est sûr que je l'écoutais à la maison. Écoute, de qu'est-ce que je me souviens, c'est que c'était incroyable. Et tu demandais, tu disais, est-ce que tu te souviens, ça fait 2 ans? Mais la réponse, c'est oui. C'est pas à cause que tu m'en as parlé avant, c'est à cause que j'étais sur Twitter cette semaine, puis j'ai vu, je pense que c'était un compte Twitter, je pense d'ESPN, qui rappelait que ça faisait 2 ans que Kawhi avait réussi le tir, mais qui montrait l'impact de Kawhi sur les fans des Sixers. Puis c'était un enfant qui pleurait, qui disait « Pourquoi? Pourquoi? » Puis c'était... Puis, depuis ce temps-là, les Sixers, oui, cette année, connaissent beaucoup de succès, mais ont carrément changé d'équipe. Là. Butler est parti, J.J. Redick est parti, l'entraîneur-chef s'est fait virer, le GM est parti. Donc, ça a été tout un tir, puis en même temps, c'était tout l'après-tir. Là. Je me souviens, le oui papa de Peter, je ne veux pas dire qu'il est parti de là, mais ça l'a pris de l'ampleur. Puis, c'était juste incroyable, là, le Jurassic Park. Puis, le fait, là, c'est un tir de 3 points qui rebondit, je pense, 4 fois devant Joel Embiid. De Kawhi, qui pour une des rares fois a montré de l'émotion. Écoute, c'est un tir qu'on va revoir et revoir et revoir. Max, je pense à ça. Je l'ai échappé ce matin. J'ai un chandail. Je me suis fait un chandail, justement, avec ce tir-là. J'ai jamais pensé le mettre ce matin, donc non, je l'ai
échappé, malheureusement. Mais écoute, c'est un des plus grands moments, sinon le plus grand moment de basketball au Canada. Bon, évidemment, il y a eu la finale comme telle, mais ce tir-là, le temps s'est arrêté. Tous les partisans de basketball ont retenu leur souffle. Et les Raptors, bon, on sait ce qui s'est passé, hein, mais souvenez-vous, les Raptors, par la suite, qui avaient perdu les 2 premiers matchs contre les Bucks de Milwaukee, ont remporté les 4 suivants. Et on connaît ce qui s'est passé par la suite. On sort peut-être du coq à l'âne, Max, en attendant William Archambault. Mais si tu veux bien, on va jeter un coup d'œil aux courses, aux séries éliminatoires. Reste moins qu'une semaine, justement, avant les séries, du moins avant ce fameux tournoi play-in. J'aimerais qu'on commence peut-être avec les scénarios dans l'Ouest. Bon, c'est très serré. Le Jazz qui a 2 matchs de priorité sur les Suns, 4 sur les Clippers, 5 sur les Nuggets. Et là, c'est par la suite. Là, entre les positions 5 et je vous dirais 7, là, les Trailblazers, les Mavericks et les Lakers. J'ai hâte de voir, Max, qui va participer aux séries éliminatoires, qui aura le malheur, entre guillemets, de devoir jouer dans ce fameux play-in. Et c'est drôle, hein, parce que on en a discuté plus tôt. Donc, les Trailblazers fichent de 40 et 29. Même chose pour les Mavericks, 39 et 30 pour les Lakers. LeBron James n'est pas content de peut-être devoir jouer le play-in. Mark Cuban, Luka Doncic du côté des Mavericks. Est-ce qu'on pourrait avoir un scénario où les Lakers rateraient les séries éliminatoires? Ça se peut? Oui, tout se peut. Puis, on souhaite pas. Qui dirait en 2021 que tout se peut pas en ce moment? Mais c'est sûr que les Lakers, le temps presse. Puis le fait que s'ils terminent 7e, doivent jouer contre les 8e, qui sont les Warriors, qui jouent du bon basket en ce moment. Écoute, tout se peut, c'est un match. Hein? Le play-in, c'est un match. Donc, si les Lakers perdent... Ben, 2, c'est ça, parce que si les Lakers perdraient, je jouerais contre le gagnant 9-10. Moi, je crois que les Lakers vont faire les séries. La grosse chose en ce moment, c'est l'état de santé de LeBron James, l'état de santé d'Anthony Davis. Puis si je pourrais dire, c'est l'état de santé de la Ligue au complet, parce que toutes ces équipes-là qui sont dans des courses ont des joueurs qui sont blessés. Je pense juste Portland n'en a pas. Dallas, Kristaps Porzingis est blessé, mais Dallas joue super bien. Les Lakers, t'as des blessés. Si on retourne dans l'Est, des équipes comme Charlotte, Boston, ils ont des blessés. Donc, c'est très, très dur à une semaine des séries de dire qui va finir dans le top 8 pour commencer les séries. Même chose dans l'Est également, avec la blessure de Jaylen Brown qui va rater le reste de la saison en raison d'une blessure à un poignet. Tu sais, on se disait, les Celtics sont meilleurs que leur classement. Là, malheureusement, avec la blessure de Jaylen Brown, c'est plus le cas. Et d'après moi, on aura droit à un printemps très, très court du côté de Boston. Est-ce que les problèmes de connexion de William Archambault sont réglés? Salut, Will! Comme je le disais en ouverture d'émission, ça fait longtemps que je te demande, parle-moi un peu de Steph Curry, raconte-moi des histoires de Steph Curry, parce que, écoute, c'est comme être allé à l'école secondaire, c'est comme avoir joué au hockey junior avec Sidney Crosby. Je veux dire, moi je ne l'ai pas vécu, Max ne l'a pas vécu, tu es le seul qui peut nous en parler avec Max Paulus. Oui, Max? Je l'ai presque vécu, mais écoute, je le dis pas tout le temps. J'étais recruté en même temps que Will par Davidson, sauf que disons que Will était meilleur à l'école que moi, puis Davidson, tu as besoin d'une certaine barre haute pour les SATs. Fait que j'ai dit, écoute, l'anglais, c'est pas ma première langue, tout ça. Merci, mais non merci. Puis je me suis concentré sur d'autres équipes, mais j'étais aussi recruté par Davidson, donc peut-être j'aurais pu jouer avec Will et Mac. Et Steph Curry aussi. C'est bon. Ah oui. C'est ça. Donc, Will, finalement, tu as accepté de nous livrer les secrets de Steph Curry. En fait, pas les secrets, mais je t'ai demandé de nous dresser une liste peut-être de tes meilleures anecdotes, de tes meilleures histoires de Steph Curry. Oui, sur les bancs d'école, sur le terrain, mais une fois qu'il a gradué également de Davidson. La première chose que j'aimerais que tu nous racontes, c'est ta rencontre avec Steph Curry. La première fois que tu as rencontré Steph Curry, comment ça s'est passé? En fait, première chose, c'est juste pour dire, j'ai des centaines d'histoires, mais j'ai signé un NDA, donc je peux plus rien publier. Des choses qui pourraient nuire à la réputation de Steph Curry. Donc, vous le savez, à l'université, des fois, il y a des choses un peu flyées qui peuvent arriver. Donc, ça va être plus des commentaires ou des histoires qui sont un peu plus simples et
pas trop flyé. Bon, fait que pour revenir à ta première question, la première anecdote, la première fois que j'ai rencontré Steph Curry, premièrement, je ne savais pas c'était qui. La seule chose que je m'étais fait dire, c'est qu'il y avait le fils d'un ancien joueur de la NBA qui avait signé avec notre école. Et je trouvais ça vraiment le fun parce que ce joueur-là qui avait joué dans la NBA, c'est Del Curry. Del Curry, c'est un ancien des Raptors. Et comme n'importe qui partisan des Raptors ou un Canadien ou un Québécois qui suivait la NBA dans le temps, les Raptors étaient l'équipe à suivre. Donc, de me dire que j'allais jouer avec le fils d'un des meilleurs tireurs de tous les temps, c'était quand même impressionnant pour moi. Donc, la première fois qu'on a rencontré les freshmen, ou là, les premières années à l'université, on avait comme un pique-nique pour accueillir ces joueurs de première année-là. Les parents étaient aussi présents lors de ce pique-nique-là. Donc, j'ai rencontré Steph. Hey, salut, je m'appelle Will. Puis c'était à peu près ça. Mais après ça, j'ai vu son père. Puis là, j'ai dit, Del Curry. J'ai eu des bonnes conversations avec lui. On a parlé de Vince Carter. On a parlé de leur run en série éliminatoire. On a parlé des différentes techniques qui pouvaient peut-être me montrer dans le futur pour m'aider avec ma shot. Plein d'affaires comme ça. Et Del, c'est une personne, ou c'est une personne qui est extrêmement humble, tout le temps ouverte à donner des conseils, à aider les gens. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est on voit comment Steph agit non seulement avec les autres joueurs dans la NBA, mais les partisans et les différents intervenants du milieu du basket. Et je me dis, ce que Del démontrait dans le temps, lorsque j'ai rencontré Steph pour la première fois, il y a quoi, 13, 14, 15, 16 ans de ça, ben, Steph Curry le réplique. Steph Curry le réplique et c'est la façon qu'il a été élevé. Donc, tout pour dire, je n'étais pas impressionné de rencontrer Steph pour la première fois. J'étais plus impressionné de rencontrer son père. Et un petit fait cocasse, à quelques reprises, Del Curry m'a donné des cours privés au Bobcats Center, où est-ce que les Bobcats jouaient. Et on a travaillé sur différentes façons d'améliorer mon tir ou d'optimiser mon tir lorsque j'étais à Davidson. Donc ça, c'est la première petite histoire que je peux vous conter. Il y en a qui sont chanceux, hein, ils pratiquent dans des facilities des joueurs de la NBA, des arénas de la NBA pour pratiquer leur tir de 3 points. C'est plate, on n'avait pas ça à Buffalo. Mais Will, je pense, je me souviens, on s'en a déjà parlé, là, le premier match que vous aviez joué, c'était contre une équipe de ma conférence. Là, je pense que c'était contre Eastern Michigan. Parle-moi un peu de ce premier match-là versus le deuxième là, qui était contre l'Université de Michigan. Regarde, Eastern Michigan, c'était un tournoi. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a quitté Davidson pour aller à un tournoi dans le coin du Michigan. En fait, c'était à l'Université de Michigan dans le temps. Et on allait jouer, je pense que c'était 3 matchs lors d'une fin de semaine. C'était un petit tournoi round robin. Donc, le premier match qu'on a joué en tant que joueur de première année, moi, Steph, Dan Helms et Bryant Barr, c'était contre Eastern Michigan. Steph est un joueur, lorsqu'il est embarqué sur le terrain pour la première fois, le coach lui a donné le feu vert. Là. On voyait le potentiel en lui. Et le coach lui a dit, regarde, t'es un franc-tireur, continue à tirer, t'es un joueur qui passe bien le ballon et pas peur de passer le ballon. Essaie de prendre des bonnes décisions sur le terrain. Et après ce match-là, ce qu'on a réalisé, c'est que oui, on a gagné le match, mais Steph, oui, a marqué 15 points ou 16 points, mais il y avait aussi eu 13 revirements. Donc, c'est dans ton premier match dans la NCAA, dans ton premier match dans la NCAA, oui, tu gagnes le match, oui, correct, tu as bien joué offensivement, mais tu as eu 13 revirements. Puis tu es un joueur de première année. Donc, ton premier réflexe comme joueur, c'est peut-être de dire, j'aurais peut-être pas dû faire ces passes-là. Le prochain match, je vais être un peu plus réticent. Le coach, peut-être qu'il va me mettre sur le banc ou il va me limiter dans mes différentes options que je pourrais faire lorsque je suis sur le terrain. Coach McCullough a vu le potentiel en Steph, a vu sa capacité d'être un joueur très confiant lorsqu'il est sur le terrain, avec sa prise de décision aussi. Et il lui a dit, regarde, c'est des choses qui arrivent. Apprends de tes erreurs. Et la mentalité on to the next play, c'est une mentalité que notre coach nous a tout le temps mis dans notre tête au cours de nos 4 ans à Davidson.
Après ce match-là, le deuxième match qu'on a joué, c'était contre Michigan, les Wolverines de Michigan. Il y a eu un joueur de la NBA, Ebke Udoh, qui a été repêché en fait par les Warriors de Golden State. Puis Steph a marqué 32 points dans ce match-là, a eu, je crois, 3 ou 4 revirements. Donc, on a passé d'un match de 15 points contre une bonne équipe, comme tu dis, une équipe de ta conférence, à un match de 32 points contre Michigan, une des bonnes équipes du Big Ten. Et en plus, il a réduit le nombre de revirements. Ce que Steph a fait et ce que ça l'a déclenché dans son mental, puis pour le reste de sa carrière, c'est que il faut que j'aie confiance en moi. Il faut que je pense à la mentalité the next play, puis il ne faut pas que j'aie peur de faire des erreurs. Et lui, le message de Coach McKillop, il est resté vraiment gravé dans sa tête. Et je crois même récemment dans une entrevue, il a mentionné cette situation-là, que ça l'a complètement changé la façon qu'il pensait lorsqu'il était sur le terrain. Donc, c'était quand même quelque chose de remarquable de voir ça. Puis aussi, quand tu es un joueur ça fait des années que tu as vécu ce match-là, de voir l'impact que juste ce match-là a eu dans la carrière de Steph Curry, la façon qu'il agit sur le terrain aussi avec sa mentalité de compétiteur. Will, je t'ai demandé de nous dresser une liste de tes meilleures histoires, meilleures péripéties en lien avec Steph Curry. Et là, je t'ai demandé de ne pas nous voler le punch. Je vais simplement te lire aux gens ce que tu nous as écrit, puis je te laisse aller ensuite. Péripéties dans le restaurant asiatique. Vas-y, Will. C'est quoi ça? OK, bon. L'affaire, ce qui arrivait souvent, c'est que nous autres, après nos pratiques à Davidson, c'est qu'on se rejoignait en équipe et on allait manger à différents restaurants dans le coin de Davidson. Et un des restaurants qu'on aimait vraiment, ça s'appelait Kabuto Japanese Steakhouse. Et dans ce restaurant-là, il y avait un petit étang avec des carpes rouges, des poissons rouges. Oh ouais. Et à un moment donné, pendant qu'on mangeait, il y a eu un des joueurs qui, en fait, c'est pas un des joueurs, c'est Steph, qui a eu la brillante idée de donner un défi à un de nos joueurs qui s'appelle Steve Rossiter, qui c'est un blagueur. C'est un blagueur en série et il est reconnu pour ça. Il lui a donné un défi, il a dit « T'es pas game d'aller te baigner dans l'étang de carpe. » Ah, la bonne idée. Ben là, Steve, il a fait « Ben là, hey, man, je suis game, moi, c'est sûr et certain, inquiète-toi pas, moi le faire. » Fait que là, nous autres, ce qu'on a fait, on a comme fait un mur pour bloquer notre coéquipier, pour pas que personne le voie, pour pas que le propriétaire, l'hôtesse, voient qu'on a un joueur de 6 pieds 8 qui se met en caleçon et qui descend dans l'étang pour se baigner avec les carpes et par la suite se rhabiller, courir à l'extérieur du restaurant et retourner chez eux. Donc, c'est exactement ça qui est arrivé et on a passé à autre chose. Donc, 2-3 jours plus tard, on est en pratique, puis hey, c'est tough, là, le coach, il a l'air fâché, frustré, il nous pousse à fond, il nous fait faire des suicides. On est brûlé raide à la fin de la pratique, puis le coach nous convoque dans le vestiaire, puis il nous dit ouais, j'ai eu un appel d'un propriétaire de restaurant, puis qui m'a dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous dire ce qui s'est passé dans le restaurant? Là, personne qui répond. On est comme, qu'est-ce qui se passe? Là, finalement, le coach il dit regarde, j'aime l'esprit d'équipe qu'on a. Les boys, vous êtes vraiment des chums. On voit que vous avez une bonne relation en dehors du terrain. Mais à un moment donné, il faut être un peu plus intelligent. J'ai eu un appel du propriétaire qui m'a dit qu'il a vu Stephen Curry. Puis en passant à Stephen Curry, c'était une vedette, mais sur la vidéo de surveillance, il a vu Steph Curry en train d'initier ou de dire à quelqu'un de l'équipe d'embarquer dans l'étang. Puis c'est là qu'il a pu identifier les gens qui avaient fait ce mauvais coup-là. Donc, le propriétaire n'était pas fâché. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'après, il a négocié de quoi avec notre coach. Puis, l'affaire qui est arrivée, c'est que le propriétaire a eu des billets gratuits et en même temps, il a fallu que nous, on retourne au restaurant, aller s'excuser auprès du propriétaire,
d'avoir fait ce genre de niaiserie-là sur les lieux. Mais ça, c'est à cause de Steph. Si ça n'avait pas été de Steph, il n'y aurait personne qui nous aurait reconnus. Sauf le fait peut-être qu'il y a genre 10 gars de 6 pieds 6 et plus qui fait de niaiseries comme ça. Mais en réalité, c'était quand même quelque chose de bien drôle dans le temps. Ah, très bon, très bon. T'es chanceux, t'as pas fait de la vaisselle. Mais Will, une autre anecdote que écoute, je m'en veux toujours depuis déjà 4 ans, c'est, je sais pas si tu te souviens, on était une gang d'amis, là. Faut mentionner aux gens que moi, Will, Max, Mathieu Ouellette, Yann Chouinard, on jouait toujours dans les ligues après nos carrières. Puis, je pense que c'est la fois que tu as eu l'opportunité d'aller voir Steph à Toronto quand Golden State jouait. Puis, je pense que tu avais aussi la chance, là, parce que Golden State restait une journée de plus, de pouvoir être avec Steph, là, passer une soirée à Toronto. Fait que peux-tu expliquer ça? Ouais. Puis je m'en veux toujours de pas y avoir été, mais écoute, rain check pour la prochaine fois de mon côté. Mais explique-moi un peu la rencontre de ton côté. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait des billets pour un match Raptors-Golden State. Moi, je ne suis pas le genre de gars qui va aller quêter des billets de basket à mes amis. Donc, c'était vraiment le fun d'avoir eu la chance de se procurer ces billets-là. Donc, on est descendu à Toronto pour ce match-là. Et avant de descendre à Toronto, j'ai appelé Steph. J'ai dit « Hey, Steph, ça te tente-tu de faire de quoi après la game? » Il a dit « OK, c'est bien cool. » Il m'a répondu. Il me dit « Je vais vous laisser des passes pour qu'on puisse, vous puissiez nous rencontrer après la partie. Et par la suite, on décidera ce qu'on veut faire. » Donc, il y a eu le match. On a attendu après le match. Et Steph est venu nous voir. Puis il a dit, OK, les boys, on va aller à un bar de ping-pong, un ping-pong bar pour jouer au ping-pong, catch-up, faire le party un peu. Et juste avant qu'on parte, il y a le garde de sécurité de Steph qui est venu me voir personnellement. Puis il a dit, c'est toi, Will? Je dis, ouais, pourquoi? Il dit, ouais, moi je retourne à l'hôtel. Steph m'a dit qu'il allait passer la soirée avec vous autres. Donc, c'est toi qui es en charge de Steph ce soir. Ben, je veux dire, moi, ça me dérange pas, c'est mon chum, mais là, est-ce que je suis supposé être son garde de sécurité pour le reste de la soirée? Ça veut dire quoi, cette histoire-là? Donc là, j'étais comme un peu réticent. J'étais comme, OK, mais je pense que Steph, c'est une joke. Non, on est allé quand même. Là. On s'est occupé de Steph. Et même, c'est quand même drôle parce qu'en allant au bar, on est sorti de notre Cadillac Escalade qu'on avait loué pour se rendre là-bas. Il y a eu des partisans des Raptors et même de Golden State qui ont vu notre groupe d'amis et Steph sortir du camion et ont commencé à nous accoster, courir après nous autres. Donc, les 4 gars, on a fait un cercle alentour de Steph pour pas que les gens lui sautent dessus, comme un rockstar. C'était comme un genre de Beatle des années 60. Donc, on est rentré dans le bar. On avait une section VIP et il y avait un garde de sécurité qui bloquait l'endroit pour pas que personne nous dérange. On a joué au ping-pong pendant une bonne partie de la soirée. On a parlé un peu des dernières années, comment son parcours dans la NBA allait, nos histoires à Davidson aussi. Et c'est à peu près ça. C'était une belle soirée entre amis, entre anciens coéquipiers de Davidson. Et en même temps, ça a été une belle opportunité pour 2 gars de Montréal, Yann et Matt Ouellette, de rencontrer une vedette de la NBA. Est-ce que Steph est bon au ping-pong? Steph est bon dans tout. C'est ça qui est impressionnant. Okay, bon. On joue Non, mais pour vrai, nous autres, on joue au golf ensemble, on joue au bowling. Et Steph, comme on peut le voir maintenant, c'est un gars qui pourrait même virer professionnel après sa carrière de basket au golf. Et au bowling, c'est un joueur remarquable. C'était le meilleur joueur de bowling dans notre équipe. Hein? Puis, rien de moins. C'est ça. Il était bon dans tous les sports confondus. William Archambault, c'est tout le temps qu'on a. Merci infiniment pour avoir partagé tes meilleures histoires avec Steph Curry. Comme je le disais, moi, je ne l'ai pas connu, moi, je ne l'ai pas vécu. Max également. Je me souviendrai toujours à Toronto, lorsque c'était la finale de la NBA. Tu as eu la chance également de discuter avec Steph Curry dans le vestiaire. Et je ne m'abuse, c'est même lui qui t'a reconnu. Non, non, c'est ça. Donc, je passais devant le vestiaire, puis il a dit « Hey, Will! »
Ouais, c'est quand même assez fou. Hey, what's up, Steph? Fait que là, finalement, on a parlé un petit peu avant la partie. Je lui ai souhaité bonne chance et ils ont gagné ce match-là. C'était une grosse victoire pour l'équipe pour rester au moins en vie dans la série. Ça a été son good luck charm finalement à Steph Curry. Donc, William Archambault, merci encore pour ton temps ce matin et on se retrouve dans une prochaine édition du Balado du Centre-Ville ou sur le plateau à RDS ou RDS2 dans les prochaines semaines pour les séries éliminatoires. Salut les gars! Merci encore, Will. Donc, Max, en terminant, il reste 2 minutes à peine. C'est l'heure des héros ou du héros ou des héros et les héros de Boudreau. Écoute, pour les héros, c'est facile, on en a parlé. Je peux pas passer à côté de l'exploit et les récents matchs de Russell Westbrook pour dire que les Wizards allaient nulle part en début de saison. On se disait Westbrook, 3e équipe en 3 ans. C'est comme le cadeau empoisonné que tous les directeurs généraux s'échangent. Mais il faut dire qu'en ce moment, lui et Bradley Beal et le reste de l'équipe aussi là, joue extrêmement bien. Puis une des raisons pourquoi les Raptors sont en dehors de la course pour les séries, c'est à cause que les Wizards ont commencé à bien jouer pendant que les Raptors ont commencé à mal jouer. Et donc, aussi, là, pour l'ensemble de son œuvre, là, le record qu'il a battu, c'est quand même incroyable. Là. Chaque joueur de basket va dire, là, avant un match, de dire tu vas aller chercher 10 points, OK, oui, facile. 10 rebonds, ça se peut, mais 10 aides aussi. Puis, c'est les 3 là, consécutifs. C'est sa moyenne dans l'année. Puis ça fait déjà 4 ans qu'il avait fait cette moyenne-là. 4 années consécutives. Il ne l'a pas fait avec les Rockets l'année passée, puis il l'a refait cette année. Écoute, chapeau. Puis un des joueurs excitants à regarder. Puis, comme Will le disait, là, il est presque jamais blessé, puis il joue toujours là, à 100 000 à l'heure. Puis, c'est un beau joueur à regarder. Et je souhaite du succès. Là. C'est juste que malheureusement, je pense que côté talent, Washington vont avoir difficulté là, à se rendre loin, puis même à peut-être gagner un des matchs là, dans le play-in. Et pour mes zéros, écoute, une autre équipe qui est en train de tanker en ce moment, 11 défaites d'affilée. J'ai toujours dit que je ne donnerais jamais un 0 à un joueur, je vais les donner aux équipes. Mes 0 vont aller du côté de Cleveland, les Cavaliers, donc sont vraiment dans la course au premier choix de repêchage entre eux, Détroit, Orlando et même Houston de l'autre côté. Mais tu sais, 11 défaites de suite. Je regardais un match que les Mavericks ont joué à Cleveland. Puis tu sais, c'était fini après le premier quart. Là. Tu vois que cette équipe-là a lancé la serviette, comme on peut dire. Beaucoup de jeunes joueurs, mais situation difficile là, à Cleveland. Tu sais, on a eu des grosses années quand LeBron était là. Après ça, ça l'a chuté. Là, LeBron est revenu. On a eu Kyrie, LeBron. Des grosses années encore, mais là, écoute, c'est une saison à oublier là, pour les jeunes joueurs des Cavaliers. Ben Max, c'est pas mal toujours ça qui se passe. Hein? Peut-être, là, tu regardes ce qui est arrivé, comme tu l'as dit, avec les Cavaliers. La même chose est arrivé avec le Heat. On a réussi quand même à s'en remettre assez rapidement. Ouais. Entre guillemets, c'est que ça a quand même pris près de 3 ans, près de 4. Là. Mais vraiment, chaque fois que LeBron James quitte une formation, et j'ai hâte de voir parce que les Lakers, bon, c'est une formation qui est historique, mais on a tellement donné pour Anthony Davis. J'ai hâte de voir l'après LeBron James du côté des Lakers. Max Boudreau, toujours un plaisir. On se retrouve donc à compter de la semaine prochaine, chaque semaine. Et il faut noter, par contre, chaque jeudi. Donc, on se déplace du mercredi au jeudi. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est le jeudi 20 mai. Et le suivant, ce sera le jeudi 27 mai. Donc, on sera là chaque semaine pour vous parler des séries éliminatoires. Toujours un plaisir, comme je le mentionnais, de faire ce balado en ta compagnie. Très heureux de vous savoir si nombreux également à l'écoute chaque semaine. Donc, on se retrouve jeudi le 20 mai pour la prochaine édition du balado du Centre-Ville. Salut!